Emmanuel Macron, il fonctionne comme si toutes les 2 semaines, la mémoire collective s'effaçait. Il est erratique et pervers. Il change d'habit tous les matins. Il se demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour emmerder les Français. Qui fassent leur truc. Avec Glucksmann, une espèce d'ectoplasme qui ne sert à rien et qui n'a jamais pris une position sur la politique nationale. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder sans langue de bois le débat hebdomadaire qui met Françoise Degois, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique, qui se considère comme rose vif face à un contradicteur. Et aujourd'hui, elle est face à Paul Hellec, chroniqueur politique pour le Média. Au sommaire, Emmanuel Macron qui fout la honte aux Français, encore et toujours, sur le front international d'abord, avec sa photo qui a fait le buzz, sur laquelle il pose avec le maillot de l'équipe de football Boca Juniors, dédicacé par Javier Milei, le nouveau président argentin tout à fait problématique, qui a posté le cliché sur son compte Twitter. Et sur la scène nationale, Emmanuel Macron aussi, il a fait le buzz, un bad buzz, on l'a vu abriter la célébration d'une fête religieuse Hanouka à l'Élysée, ce qui remettrait en cause, selon certaines analyses, le principe de laïcité dans un contexte plus que tendu. On va parler aussi de Daniel Cohn-Bendit, qui désavoue Emmanuel Macron, parle de déception intellectuelle et appelle socialistes et écologistes à se mettre ensemble en vue des européennes. Et les appelle aussi à sortir de ce qu'il considère comme l'humiliation totale de la NUPES. Et enfin, le coup de gueule de Françoise au sujet de la sanction qui a visé la journaliste Barbara Olivier Sandronis de RCI Guadeloupe suite à un entretien un peu musclé avec Jordan Bardella du Rassemblement National. Bonjour Paul, bonjour Françoise. Salut Théo, salut Paul. Salut. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'Emmanuel Macron qui s'est à nouveau donné en spectacle la semaine dernière pour le pire, malheureusement, avec d'abord le buzz entraîné par la publication sur X, ex-Twitter, d'une photo de lui posant fièrement avec un maillot de Boca Juniors dédicacé par le président Javier Milei himself, avec son style bien typique. L'image est mal passée à gauche en France, mais n'a pas été non plus digérée par de nombreux Argentins, comme l'expliquait Louise André Williams, correspondante de Mediapart à Buenos Aires. Françoise, Paul, erreur de communication ou début de bromance entre Macron et Milei? Aucune erreur de communication. Emmanuel Macron est comme ça. Il est erratique, Emmanuel Macron. Donc j'ai l'impression que je répète ça depuis. Il est erratique et pervers. C'est-à-dire que on a le sentiment que il se demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour emmerder les Français. C'est pas pour les emmerder ou pour les rendre ma boule. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est sa façon à lui de saturer l'espace médiatique. C'est une stratégie qu'on connaît très bien. Il n'y a pas de bromance possible entre Emmanuel Macron et personne. De toute façon, Emmanuel Macron aime tellement sa propre personne que la bromance ne peut être que quelque chose qui serve ses intérêts. Je vous invite à regarder où en est la bromance d'ailleurs avec Justin Trudeau au Canada. C'était l'amour fou et aujourd'hui c'est une forme d'indifférence, voire de mépris. Donc il fait cela parce qu'il envoie des messages contradictoires, Emmanuel Macron. Il continue à jouer. On parlera tout à l'heure de la fête de Hanouka que je trouve beaucoup plus grave pour moi que la photo avec Milei, mais il aime s'amuser. Il joue, il brouille les pistes, à tel point d'ailleurs, ça c'est la version, j'ai envie de dire, la plus positive. Il brouille les pistes, c'est un stratège. La version négative, c'est qu'il est complètement à côté de ses pompes. Et moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose chez ce président de totalement infantile au sens premier du terme, c'est-à-dire cette volonté de toujours être là avec tout ce qui brille en réalité, tout ce qui est nouveau, tout ce qui a l'air d'être puissant, tout ce qui a l'air d'être dans le vent. On sent qu'il y a une recherche permanente chez cet homme jeune, et là je ne parle pas du président, d'être toujours le plus près possible de la lumière. Milei est élu dans les circonstances comme c'est un fracas mondial. Il faut qu'il soit dans cette histoire. Il ne peut pas ne pas être dans une histoire, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est un sujet parce qu'il est président de la France. Qu'est-ce que ça envoie comme message? Qu'est-ce que ça envoie à Lula, par exemple? Qu'est-ce que ça envoie à Boric
au Chili. Enfin, on n'a pas rien comme relation avec l'Amérique latine. C'est pas les Indiens, comment dirais-je, de l'Amazonie. L'Amérique latine sont des très grandes puissances émergentes. Qu'est-ce qu'on envoie à Lula? Lula a refusé de s'asseoir il y a quelques jours à la table de Milei, et on le comprend. On rappelle quand même l'état des lieux et le CV et l'état de service. Qualifié de communiste corrompu. Écoutez, pour Milei, les gauchistes, c'est de la merde. Je parle comme ça parce qu'il parle comme ça à la télé. Là, c'est merdias de gauchistes. On connaît tout le discours qu'il amplifie. Donc, on a Milei dans l'Argentine, qui est un pays absolument merveilleux. On a peut-être Trump à nouveau. Qu'est-ce que Emmanuel Macron envoie comme message? Justement, Paul, il envoie le message. Il envoie un message de la France qui était incompréhensible. Voilà. Et justement, Paul, Emmanuel Macron avait aussi connu la bromance avec Donald Trump, avait essayé de... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui relève de l'aveu ou bien du discours qui n'arrive pas à arriver à son terme avec Macron et ce type de personnage? Bon, bah déjà, moi, je suis d'accord sur cette idée qu'il y a un truc on veut pas manquer l'occasion, il y a un truc de fear of missing out, comme ils disent les jeunes maintenant, le FOMO, mais vraiment, sauf que, en fait, le FOMO, quand c'est une bande de potes qui a peur de louper la dernière réunion de potes, c'est une chose. Quand on est président de la République et qu'il s'agit d'aller donner une sorte de lettre de noblesse amicale à un président qui représente, en gros, le pire de la réaction argentine, adossé au néolibéralisme sous stéroïdes, c'est un problème. Parce que c'est ça, ce nouveau président. Je rappelle que derrière, il a vraiment tous les secteurs de la réaction argentine. Sa vice-présidente, Victoria Villarruel, elle est une fanatique des périodes de dictature de l'Argentine. Elle organise le négationnisme de la disparition de 30 000 personnes. Vous avez des gens de l'Opus Dei, donc des secteurs catholiques très, très traditionnels et réactionnaires. Vous avez des gens qui sont limite des néo-nazis. Et puis, vous avez encore une ambiance très complotiste. Enfin, vraiment, c'est pire que Bolsonaro dans la façon dont on a vraiment joué sur la fake news, sur la décrédibilisation de tout, faire de la politique une farce, et la plus grosse farce, c'est que malheureusement à la fin c'est le guignol qui l'emporte, et c'est ce qui s'est passé en Argentine. Donc encore une fois, quand on est président de la République, il est possible d'avoir des discussions avec tous les partenaires. C'est pas à la France de décider qui doit être le représentant de tel ou tel pays. C'est les Argentins qui ont voté. Ils ont largement élu ce président, avec 12 points d'avance quand même, ce qui est énorme. Et la jeunesse, c'est ça qui est effarant, c'est le raz-de-marée de la jeunesse pour ce président. Y compris donc un ancrage réactionnaire dans des parties de la jeunesse qui est extrêmement inquiétant. Mais en fait, il y a des manières de faire. Bien sûr que c'est un signal politique. Enfin, je veux dire, il y a d'abord le truc du football. Quand on dit c'est pour être cool, etc. Bon, c'est le moyen de faire cool, mais sauf qu'en fait, on ne fait pas cool avec des néofascistes à la tête d'un État. Je veux dire, s'il faut parler avec eux, il faut le faire derrière la scène, comme partenaire diplomatique si nécessaire. Mais encore une fois, cette entrée en scène, c'est pas possible. C'est pas possible, et c'est un message politique. Et moi, je veux dire, je veux pas tirer jusqu'au bout des analyses. On verra ce qu'il y a, mais ce que je remarque, c'est que le néolibéralisme, dans sa phase autoritaire qui est celle de sa phase actuelle, c'est toujours contenté d'avoir des régimes comme ça, y compris en Amérique latine. Je rappelle que les Chicago Boys et Milton Friedman, ils ont travaillé avec Pinochet très tranquillement, et on n'en est pas là, et c'est pas la même chose. Mais juste, ça marque quelque chose pour moi, le fait que ces néolibéraux, à partir du moment où on est des ultras du marché, c'est pas très grave si on est aussi des ultras réactionnaires, voire des gens qui sont dangereux sur le plan de la démocratie, puisqu'encore une fois, il y a des nostalgiques, des périodes successives de dictature qu'a connu l'Argentine, en gros, dès les années 30 et puis après des années 50 jusqu'aux années 80. Oui, pourquoi Macron est si mauvais sur la scène internationale, aussi maladroit du moins? Parce je pense qu'il n'est pas maladroit. Pas de structure idéologique. Il n'est pas maladroit, il est Macron. Il y a le syndrome chez cet homme du sauveur qui est absolument terrible. On se rappelle qu'il allait au Burkina humilier un président de la République, il allait au Liban expliquer la vie aux Libanais. En gros, je vais vous expliquer la vie, c'est ça Emmanuel Macron. Tout le monde a foiré avant moi, mais moi, comme tout procède de moi, vous savez, c'est le summum de l'hubris. C'est vraiment Machiavel disant, puisque j'ai décidé quelque chose, tout l'univers travaille à ma décision. En gros, c'est ça, les choses procèdent de moi. Donc, ça procède de lui le Liban, regardez le résultat, ça procède de lui, tout le monde a raté la relation avec Donald Trump, moi je vais réussir la relation avec Donald Trump, voilà, tout. Il y a rien de,
voilà, il y a rien il y a rien, comment dirais-je, il y a presque plus rien de politique dans cette histoire. Il y a vraiment l'histoire d'un homme qui veut construire sa propre légende. Et c'est extrêmement dangereux. En plus de ça, je reviens sur ce que dit Paul, c'est passionnant. On pourrait faire une émission entière sur le football et le football argentin. On se souvient de la difficulté de Maradona par rapport à la dictature, comment la dictature argentine a toujours essayé d'instrumentaliser le football, et Boca Juniors, bien sûr, arrivant à la Bombonera, le stade mythique, bien sûr, de Buenos Aires. Donc, en plus, le football, je suis comme Paul, parce que j'adore le football, et ma mère est argentine, donc j'adore le football, et j'ai dit, en plus, c'est le maillot, ça dit beaucoup de choses, le football dans ce pays, et ça dit aussi l'instrumentalisation. Donc, Emmanuel Macron s'en fout. En vérité, je constate simplement que Emmanuel Macron n'a jamais fait ce genre d'embardé, comment dirais-je, planétaire avec plutôt des gens de gauche. Il n'a jamais fait ça. Il le fait toujours avec des diables, avec ce que disait Gramsci, entre les deux surgissent des monstres. Avec les monstres, il le fait avec Vladimir Poutine, cette poignée de main supposément virile à Versailles. Enfin, vraiment, on se marre. Et tous les commentateurs, si vous voulez, qui se pâment, c'est ça. Moi, mon plus grand chagrin, si vous voulez, c'est de voir comment, finalement, il y a eu une forme d'hypnose générale, qui est peut-être liée aussi à une forme d'intérêt, mais aussi une véritable hypnose pour ce personnage. Ce qui est assez intéressant, c'est que son charisme reflue complètement. Voilà. Son charisme reflue pourquoi il reflue ? Parce que dans 4 ans, il s'est terminé pour lui. Donc, il n'a plus le pouvoir. Pardon. Et puis sur le plan international, il faut remarquer que si vous lisez la presse étrangère, il passe pour un guignol en permanence. C'est-à-dire, au tout début, il y a eu cette espèce d'éclat de l'enfant prodige, le jeune, etc. Mais ça a duré très peu de temps. Et en vérité, systématiquement, il est vu comme quelqu'un qui n'a pas de structure, qui est un opportuniste de première, qui est vraiment cette image qui revient souvent aussi sur les réseaux sociaux de OC 117, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que le meilleur du pire de la France, quoi. Jean Dujardin, je suis d'accord. Un truc, la gaffe du français qui est arrogant alors qu'il n'a pas les moyens de l'être. C'est ça. C'est vraiment. Et on a Paul a absolument raison. Et d'ailleurs, apparemment, le message n'est pas passé sur les glorifications éditorialistes sur Emmanuel Macron. Vous le disiez, la presse internationale. Vous parlez avec les chancelleries, mais pas simplement les copains qui sont diplomates en Europe, on va dire, hein, mais partout ailleurs. Si vous voulez, c'est le grotesque en réalité. C'est grotesque et je vous avais raconté. Moi, je faisais je faisais après la COP. Après, j'ai fait un certain nombre de choses internationales. Chaque fois qu'on arrive à Bruxelles, la délégation, c'est v'là les Français. Mais c'est v'là les Français, c'est pas v'là les Français, Lafayette, nous voilà. C'est pas ce Français-là où je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. C'est pas le Français de la Révolution. C'est v'là les délégations françaises arrogantes qui savent tout. Ils poussent, si vous voulez, Macron, c'est ça le problème, c'est qu'il pousse au paroxysme les plus grands travers des Français. Les Français sont merveilleux. Ils ont une capacité à s'unir quand il y a péril en la demeure. Aucun peuple n'est comme nous capable vraiment d'être ensemble. Vraiment, ça, c'est ma conviction. Mais voilà, le pire défaut, c'est l'arrogance. Il pousse là au paroxysme. Il en jouit aussi. Parce qu'il me gêne chez lui, probablement le plus, c'est la jouissance qu'il éprouve à cela. Je trouve que c'était très bien résumé sa phrase. J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Je pense qu'il y a toujours quelque chose de cet ordre-là chez Emmanuel Macron, assez adolescent, et ça me chagrine. Plus proche de nous, Emmanuel Macron a suscité la polémique en célébrant la fête juive des Lumières, dite Hanouka, à l'Élysée. On regarde un petit magnéto. Cela s'est passé jeudi soir à l'Élysée. Le grand rabbin de France a allumé une bougie en présence d'Emmanuel Macron pour marquer le début de la fête juive de Hanouka. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et elle a suscité de nombreuses réactions, certains dénonçant une faute politique impardonnable, une atteinte à la laïcité, à l'heure où l'on commémore justement l'anniversaire de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. C'est pas la place au sein de l'Élysée d'allumer une bougie de Hanouka, parce que l'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. Je recevais des rabbins de l'Europe entière qui me remettaient un prix décidé il y a plusieurs mois, reconnaissant la lutte de la France contre l'antisémitisme. Et à l'issue de cette cérémonie, j'ai allumé, c'est la tradition de leur prix, la bougie du souvenir qui revenait d'Auschwitz. Ensuite, c'est le grand rabbin qui a allumé les 2 bougies de Hanouka. Je crois que là-dessus, il faut savoir raison garder. Tout ça a été fait d'ailleurs en présence de tous les autres cultes qui étaient invités, qui étaient là, et dans un esprit qui est celui de la République et de la concorde. La laïcité, ça n'est pas l'effacement des religions. Il ne vous a pas échappé qu'on est dans une période
où il y a une montée de l'antisémitisme qu'on ne peut évidemment pas laisser passer. Il y a différentes façons d'envoyer un signal à la communauté juive sur le soutien. Et le message du président de la République dans cette période, c'est qu'on protège, qu'on soutient tous ceux qui veulent pratiquer leur religion, et notamment la communauté juive. Alors Paul, je commence par toi. Geste politique de concorde nationale ou erreur politique ? Moi, je pense que c'est une erreur politique, mais c'est surtout genre une forme d'incohérence systématique que l'on observe dans le parcours d'Emmanuel Macron sur la laïcité. En 2017, alors qu'il est candidat à la présidentielle, il prend des positions qui me semblent intéressantes sur la laïcité, rassurantes même par rapport à comment la droite, voire l'extrême droite surtout, essaye de l'instrumentaliser dans ce pays pour en faire une arme massive de discrimination contre les musulmans. Il dit il ne faut pas jouer avec la laïcité. C'est un principe fondamental de notre République. La laïcité, c'est aussi le droit à croire et ne pas croire. C'est pour protéger et la croyance et la société de l'ingérence de la politique religieuse, des idées religieuses dans la politique, et il a en fait la position classique. On a bien vu que dans son deuxième quinquennat, pour les questions d'alliance avec la droite et avec les pires secteurs réactionnaires... Et le premier quinquennat déjà. Oui, déjà, il a systématiquement pu reprendre ses propos et dire le contraire. On a vu des choses déjà choquantes. Si je ne m'abuse, je n'ai plus la date, mais c'était quand il avait rejoint une conférence avec des évêques, je ne sais plus. Il a tout fait, et puis un pas en arrière, et puis après, il se trouve dans une situation où il doit donner des leçons sur la laïcité, parce qu'effectivement, quelqu'un d'extrême droite a dit quelque chose d'inacceptable, et puis reprend d'un côté. Et en fait, ce cheminement-là, où il n'y a pas de cohérence, encore une fois. Emmanuel Macron, il fonctionne comme si toutes les 2 semaines, la mémoire collective s'effaçait et qu'il pouvait de nouveau apparaître comme quelqu'un qui dit quelque chose de nouveau ou quelque chose de novateur. Ce qui est parfaitement faux. Les gens se rappellent, et si vous dépliez le film, vous voyez bien que c'est toujours des mouvements tactiques, des mouvements où il n'y a pas de... Quel est vraiment son positionnement là-dessus ? Entre ce qu'il fait de manière opportuniste, ce qu'il fait de manière assez dangereuse et ce qu'il pense vraiment, je pense qu'il y a 3 mondes. Et en fait, oui, c'est une erreur politique parce que, encore une fois, si la question c'était de dire on veut envoyer un message dans la lutte contre l'antisémitisme, alors va à la manif. Moi, j'avais dit, parce que je pensais qu'il fallait pas manifester avec l'extrême droite. Mais c'était autre chose déjà, si le président de la République il prend l'initiative, parce que c'est la parole présidentielle est jupitérienne. C'est elle qui fixe l'actualité. C'est elle qui fait le fait d'actualité. C'est son pouvoir, il est le monopole du capital symbolique, si vous voulez, en France. Et là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors après, il a dit, mais non, il ne faut pas surinterpréter de ça. Voilà, il ne faut pas en faire une affaire d'État, mais il ne faut juste pas ensuite qu'il puisse venir donner des leçons. Oui, c'est une faute. Oui, c'est grave quand même. Et il faut qu'à l'avenir, on cesse d'avoir des politiciens qui continuent d'avoir ce genre de gestes, et partout. Parce que je rappelle que derrière, le président de la République reçoit aussi le titre de Chanat de Latran. Il y a des traditions comme ça qui si on veut être ou Prince laïque, d'Andorre, Prince d'Andorre, il faut arrêter ce genre de pratiques. Mais justement, François, certains analystes disent que ce n'est pas vraiment, d'un point de vue juridique, une sorte d'entorse à la laïcité, dans la mesure où le président de la République n'a pas posé d'acte religieux lui-même. Il a allumé une bougie pour la mémoire de la Shoah, mais ce n'est pas lui qui a officié, disons. Écoutez, moi j'en ai un peu. Mais moi je veux bien qu'on défende l'indéfendable. Moi je suis plus sévère, bien que Paul soit très sévère. Moi je pense que c'est une faute très grave, ce que Emmanuel Macron a fait. Très grave. D'abord, la communauté juive, elle n'en demandait pas autant. Je ne sais pas si vous avez vu les premiers vents de... excès d'honneur, ni mais les premiers vents debout, c'est les gens, les représentants de la communauté, à commencer par Johan Arfi, d'ailleurs, dont Jean-Luc Mélenchon salue. C'est la première fois que je suis d'accord avec le CRIF. Mais Johan Arfi, le président du CRIF, dit mais on vous a pas demandé ça. Qu'est-ce que c'est ce tortillement expliquer que c'est pas une cérémonie religieuse des gens de non, de c'est chez une Macron. cérémonie religieuse, mais où le président ne tient pas le c'est rôle l'Élysée, d'officiant. mais c'est le temple de la démocratie, c'est le temple de la laïcité, le temple de la République, c'est l'Élysée. On peut pas considérer que le président de la République tout procède de lui, et Paul a raison, dans ce pays, et pas considérer que l'endroit où il habite, ça procède pas de lui. C'est comment vous dire, c'est une façon, d'abord, je pense que c'est
c'est une façon de s'américaniser. Je pense que, comme toujours, Emmanuel Macron aime tout ce qui brille. Il a toujours été fasciné par Obama, qui recevait et qui fêtait Pâques, qui souhaitait Happy Hanouka, mais sauf que nous ne sommes pas aux États-Unis. Il n'a jamais défini, est-ce que sa laïcité, elle est à la française? Est-ce qu'elle est multiculturelle? Je suis comme Paul là-dessus. J'avais une phrase qui m'avait bien plu quand il avait dit « Je ne ferai pas de grand discours de laïcité parce que les gens qui me demandent ça veulent que je tape sur les musulmans et je ne veux pas. » J'ai dit « Tiens, c'est pas mal. » En réalité, c'est pas du tout ça. Il s'en fiche comme de sa première chemise. Je pense que c'est très grave, que c'est une rupture très grave. Mais écoutez, dans un pays tellement secoué en plus parce qu'il se passe au Proche-Orient, honnêtement, sérieux, moi je serais musulmane en France aujourd'hui, honnêtement, je plie les gueules. Hein. Non mais vous comprenez ce que je veux dire? Je peux pas. D'abord, il y a une assimilation. Une forme de provocation. Ce qu'il a fait. Mais c'est une provocation. Et puis en plus de ça, je connais bien moi le grand rabbin de France. Comment est-ce qu'il est tombé dans un piège pareil? Je pense pas. Il y a une forme peut-être de vanité collective de se dire pour la première fois on le fait, mais il ne faut pas le faire. C'est pas pour la première, ni la deuxième, ni la troisième. Il ne faut pas le faire. L'Élysée est un lieu, c'est un sanctuaire de la laïcité, c'est un sanctuaire, aucune religion. Et j'espère qu'il va y avoir une réparation à la hauteur. Parce que la réparation serait de faire. Écoutez, il a qu'à briser le jeûne du Ramadan à l'Élysée. Qu'est-ce que du coup, ça voudrait dire que la tradition est finie. Non, mais peut-être, mais il y a un moment donné, vous pouvez pas laisser planer ce genre de doute. Qu'est-ce que vous envoyez comme message aux gens, aux authentiques croyants? D'autant plus qu'il a déjà été à une messe catholique avec le pape François. Ça a commencé à Marseille. Ça a commencé à Marseille. Ça continue avec Hanouka, ok, à l'Élysée. Je pense qu'il y a quand même une gradation. Emmanuel Macron, ça me dérange que Emmanuel Macron aille mettre en haut de la flèche, aille bénir le haut de la flèche de Notre-Dame, après avoir célébré la première bougie d'Hanouka le jeudi soir. Le vendredi, ça ne va pas. C'est son... Comment dirais-je? Je sais bien dans quelle histoire... Emmanuel Macron ne renie pas la dimension christique, dit-il. Mais écoutez, il s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'en fout comme de la première chemise. Vous comprenez? C'est un caméléon. Il y a tous les costumes d'Emmanuel Macron. Évidemment, le président mystique, le président qui croit aux forces de l'esprit, c'est Mitterrand. C'est une forme de modèle pour Emmanuel Macron. C'est le prince qui manœuvre, etc. Mais enfin, n'est pas Mitterrand qui veut, d'accord? Comme n'est pas Charles de Gaulle qui veut non plus. Ce sont des gens qui sont le produit d'une longue histoire. Donc, il se colle un certain nombre de personnages. Il change d'habit tous les matins. C'est à rendre fou. Mais c'est pas un jeu. Hein. Parce qu'il est tout le monde et personne à la fois. Non, en fait, mais c'est pas ça, exactement. C'est pas un jeu. Et encore une fois, sur cette question-là, c'est quand même très simple comme règle à adopter. Pas de participation par le président de la République à des cérémonies religieuses. C'est quand même une règle extrêmement simple à tenir. Sauf les enterrements, peut-être. Voilà, dans les enterrements, et encore, il faudrait, moi je pense enterrement, est-ce que c'est vraiment une cérémonie religieuse? Voilà, un débat. Il y a débat, mais et encore que, je veux dire, on peut s'abstenir ou le faire dans un cadre privé sans essayer de se mettre en avant comme certains ont eu la tentation. Et puis voilà, je veux dire, c'est quand même simple à respecter comme principe de base. Surtout vu comment la laïcité est devenue, encore une fois, je le dis, une arme de discrimination massive contre un certain nombre de croyants, à savoir les musulmans dans ce pays. En tout cas, il faut réparer. En face, ils ont tous la laïcité au fusil pour l'utiliser contre les musulmans. Donc, je veux dire, c'est pas une laïcité hémiplégique. Non, il faut réparer. Il faut réparer. Hein. Moi, je pense pas qu'on peut laisser cette affaire comme ça en suspens. J'entends bien ce que les gens de Renaissance expliquaient. Oui, mais Hanouka n'est pas vraiment une fête religieuse, mais n'importe quoi. C'est une fête rabbinique qui a été instaurée. C'est une fête rabbinique, Hanouka. Et en plus, c'est une fête privée. C'est une fête, évidemment, en Amérique latine. Vous avez bien sûr des manifestations. Le pape actuel, qui était un grand religieux, évidemment, allait allumer les bougies de Hanouka à la synagogue, mais ça se fait entre religieux. Vous comprenez? C'est normal. Ça se fait entre religieux. Encore une fois, à partir du moment où il faut avoir un débat en termes de religion et de spécialisation pour savoir à quel point c'est une cérémonie religieuse ou non, etc. Je veux dire, ça veut dire que politiquement, c'est pas possible. En fait, on peut pas avoir une justification en disant mais si j'ai respecté la laïcité parce que vous ne comprenez pas selon telle ou telle subtilité. Ce qui compte, c'est l'image que ça envoie dans le pays. L'image, c'est un rabbin qui allume une bougie de Hanouka, la fête des Lumières, dans un moment où on a un conflit qui déchire non seulement Israéliens et Palestiniens à 4000 km, mais la société française. Donc, si ça s'appelle pas jouer avec des allumettes et se balader avec son briquet à côté du baril d'essence, parce qu'au fond, il y a une forme de jouissance à ça, je le dis, moi je fais de la psychopolitique, mais je l'assume complètement. Il y a une forme de jouissance à cela, pour être
Quoi? Pour être, comme toujours, l'homme le plus riche du cimetière. C'est ça qu'il pense toujours, Emmanuel Macron. À la fin des fins, tout le monde va s'embrouiller et je serai l'homme le plus riche du cimetière. Je voulais qu'on évoque la pardon. dernière sortie de Daniel Cohn-Bendit, qui est un soutien historique d'Emmanuel Macron, une sorte d'oracle du centre-gauche depuis son très bon score pour les écolos européens de 2009. Et ben, Cohn-Bendit, il lâche Macron et appelle à une union de la gauche, sans les insoumis, bien entendu. Cohn-Bendit avoue avoir été subjugué par le en même temps macronien qui n'existe plus. Ce qu'il y a désormais, c'est une politique du vieux monde. Selon Cohn-Bendit, Macron consomme les gens comme des fruits, dit-il. Il se défend de toute amertume de maîtresse vexée, ce sont ses mots. Mais Cohn-Bendit a peur de ce qui est en train de se produire avec Darmanin, donc avec Macron, avec le projet de loi immigration. Bref, Cohn-Bendit pense qu'il y a aujourd'hui une place pour la gauche et appelle une liste commune écolo-socialiste sous l'égide de Raphaël Glucksmann. Il appelle aussi à sortir de ce qu'il considère comme l'humiliation totale de la NUPES et l'alliance avec les Insoumis. Ce schéma théorique est-il seulement possible? Est-ce qu'il est porteur, Françoise? Écoutez, je ne sais pas s'il est porteur, mais le fait que Daniel Cohn-Bendit explique qu'il n'est pas comme une vieille maîtresse vexée prouve qu'il est, à mon avis, comme une vieille maîtresse vexée. Je pense que ça fait quelque temps. Je ne pense pas. Nous sommes dans des émissions de vérité. Je sais, et comme pour François Bayrou, que ça fait quelque temps que le président répond plus aux SMS. Et vous savez, avec les grandes divas de la politique, si tu réponds pas, il s'est passé la même chose avec Gérard Collomb, mais simplement, ils sont tellement naïfs. Comment est-ce que des vieux renards comme Daniel Cohn-Bendit, François Bayrou, Gérard Collomb ont pu se laisser prendre à cette idée qu'ils sont indispensables et qu'ils murmurent à l'oreille du prince? Personne ne murmure à l'oreille de ces gens-là. On murmure le temps que le prince a décidé de murmurer. Donc, écoutez, j'espère qu'il y a aussi une part de sincérité chez Daniel Cohn-Bendit. Je peux entendre enfin que Daniel Cohn-Bendit a quelque chose à dire sur la politique et le projet de loi migration de Gérald Darmanin. Enfin, je peux entendre cela. Enfin, je peux entendre, ça me fait plaisir de réentendre quand même Daniel Cohn-Bendit, en sachant d'où il parle, dire voilà, Emmanuel Macron, ça fait pas la maille. Je suis enfin content de l'entendre. Après, j'ai bien vu la stratégie, c'est que tout le monde s'unisse de manière à ramener évidemment les insoumis en dessous de 5%, faire le score le plus bas pour être un peu plus renforcé avant les présidentielles. Je sais pas du tout si ça marchera, j'en sais rien. En tout cas, je note que c'est la démonstration de ce que nous disons toujours ici, on l'a souvent dit avec Paul d'ailleurs, à partir du moment où vous n'êtes plus candidat à la présidentielle, par impossibilité constitutionnelle, comme c'est le cas d'Emmanuel Macron, eh bien, petit à petit, tout se délite autour de vous. Parce que vous ne pesez plus, vous ne pèserez plus, vous ne faites plus peur. Et Daniel Cohn-Bendit donne le signal. Et moi, si je prends la version gentille, je dis il a retrouvé ses convictions de jeunesse. Si je prends la version un peu plus moqueuse, je dis si Emmanuel Macron pouvait être candidat une troisième fois, on n'aurait peut-être pas le même discours. Alors, Cohn-Bendit, est-ce que son pari, Paul, d'une sorte de social-démocratie renforcée par une sorte d'alliance écolo-socialiste à une élection qui est favorable, disons, à la branche bourgeoise de la gauche, est-ce que c'est porteur? Porteur, je sais pas, effectivement. Est-ce qu'il y arrivera? Non, mais effectivement, dans le jeu des 7 familles des restes décrépits de la social-démocratie, Daniel Cohn-Bendit a toujours eu une place assez importante. Je veux dire, en 2009, d'ailleurs, sa liste d'Europe Écologie Les Verts, c'était le moment où on sort les Verts de leur tissu historique, identitaire, et qu'on leur fait dire, assumer le fédéralisme et assurer leur voix très libérale ou leur rapport à la gauche très social-démocrate, ce qui donnera par ailleurs plus tard des candidats de type Yannick Jadot. Donc, c'était ça le projet, et il a toujours été la voiture balai du centre-gauche un peu libéral pour ramener des gens. Il a fait des allers-retours, j'aime Macron, j'aime pas trop Macron, mais quand j'aime pas trop Macron, je dis rien. Vous disiez enfin on l'entend parler, mais c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé pendant le quinquennat Macron, le premier, le deuxième, il a avalé ça et il a rien dit. Il a rien dit, voire il l'a soutenu, je me rappelle, au premier quinquennat, sur des sujets antisociaux par excellence. Donc pour moi, c'est effectivement, il est ni de gauche ni de gauche, et beaucoup de droite surtout, et on le voit dans son projet quand dans ses argumentations anti-NUPES. Il est anti-NUPES comme le sont les Cazeneuve et tous ces gens-là que la gauche a mis dehors, a foutu dehors, parce que, ils ont été en échec, et 2, ils n'ont jamais voulu tirer ce bilan. Alors, est-ce qu'il y a un espace? Il y a sans doute un espace électoral à court terme,
petit, et d'autant plus que, tu le disais, les européennes, c'est un endroit où en gros 50% des personnes ne votent pas, et dans ces 50%, c'est la moyenne, mais si vous regardez les classes populaires, effectivement, alors là c'est cataclysme, ça monte beaucoup plus haut, parce que les classes populaires, pour beaucoup d'entre elles, ont un rapport très distant à l'Europe, parce qu'elles ne la vivent pas, elles font pas Erasmus, elles n'ont pas un rapport de mobilité comme l'ont des gens comme moi, par exemple, qui parlent plusieurs langues, qui ont fait des études à l'étranger, etc. Et donc, du coup, ce rapport, et puis en plus, ils savent très bien que l'Europe est pour eux plutôt un jeu de dupes. Quand ils s'intéressent à la question sociale, l'Europe est nullissime sur la question sociale. Les minima qui sont acceptés au niveau européen sont extrêmement faibles, et ça n'a été construit que comme un grand marché d'abord. Donc, effectivement, ils ne votent pas. Et puis, encore une fois, voter pour une élection ou un parlement qui n'a pas vraiment de capacité législative de proposition, même moi, j'ai pas envie d'y aller. Donc, il n'en a pas. Je veux dire, ils ont changé 2-3 fonctionnements, mais je veux dire, c'est walou. Donc, du coup, la question, c'est est-ce que dans cette espèce d'espace, ils peuvent se reconstruire? Moi, ce que je remarque, c'est qu'ils peuvent donner l'illusion que c'est possible. Petit exemple que j'avais déjà donné sur les Verts. En 2009, encore une fois, Cohen-Bendit, etc., ils font 2,8 millions de voix aux européennes. Ok. En 2019, 10 ans après, alors qu'il y a les marches climat, qu'il y a une multiplication des mouvements écologistes, etc., ils font 3 millions de voix. C'est-à-dire 200 000 voix de plus. C'est rien du tout. C'est un scandale avec le mouvement qu'il y a dans la société. Ils auraient dû faire plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, aux européennes, ils montent. Il y a un score à 2 chiffres. On a les yeux qui s'éclairent. Ou comme dans les dessins animés, là, ça gonfle du bulbe. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Chaque année, à la présidentielle, dès qu'on a des élections, les classes populaires reviennent. On se retrouve devant le constat de « Ah, c'est vrai qu'on avait oublié qu'on n'a aucun ancrage populaire. » Et donc, qu'on n'a aucun ancrage en France. Ceux qui ont un ancrage populaire, ça a été le cas d'Emmanuel Macron, ça a été le cas du Rassemblement national, ça a été le cas de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont des ancrages qui leur permettent d'exister. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'absoudre de ne pas participer à des élections ou d'avoir des stratégies que sur les questions présidentielles. Ça n'empêche que peut-être qu'à court terme et de façon assez illusoire, ils vont faire un score, essayer de cornériser la France insoumise dans un score minoritaire, mais ça ne représente pas pour moi ni un signe avant-coureur d'une renaissance en soi de l'espace social-démocrate. Et encore faut-il qu'il soit unifié. Et je rappelle que le Parti socialiste est assez divisé. Il y avait des gens qui étaient assez unitaires. Que la NUPES a beau être divisée, et je finirai là-dessus, il y avait quand même des secteurs qui étaient portés par cette idée de travailler ensemble. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le résultat du Congrès, entre la bande des Cazeneuve et des autres, et de l'autre côté, les gens forts, il avait mouillé le maillot. Même si c'est pas ma tasse de thé, et que je pense qu'il l'a fait de façon opportuniste. Donc bon, j'y crois pas, moi, et j'espère que, à la limite, qu'ils fassent leur truc avec Glucksmann, l'espèce d'ectoplasme de la social-démocratie historique, vraiment, qui ne sert à rien, ne dit pas grand-chose, et qui n'a jamais pris une position sur la politique nationale, quoi. Vraiment, qu'ils fassent leur truc. Mais alors, François, toi, tu étais pour la boutithérapie des écolos il y a une semaine, donc... ça ne m'a pas gêné. Donc, maintenant, il faudrait peut-être assumer leur stratégie moi, je pense que la stratégie... D'abord, je pense que c'est un très bon point pour Glucksmann. Je pense qu'on pense qu'on veut de Dany, et j'ai dit ce que j'en pensais. Dany, ça reste quand même une diva, ça reste quand même une star, mais c'est quand même quelqu'un qui a de l'influence sur les gens, d'abord parce qu'il sait réfléchir. On est d'accord avec lui ou pas, c'est quand même pas si fréquent. On était en train de parler d'Emmanuel Macron, qui est absolument pas corseté. Cohn-Bendit, il est corseté. Il vient d'une histoire, il a une histoire, il sait de quoi il parle. On est d'accord ou pas avec lui. Plus il avance, plus il est droite. Je suis pas sûr. En tout cas, pour les socialistes. En tout cas, pour les socialistes, ce qui est certain, c'est que pour la liste de Glucksmann, c'est une bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour Marie Toussaint. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que Glucksmann n'existe pas en soi. Alors, Glucksmann, il existe toujours sur les droits de l'homme. Glucksmann, il existe, il a beaucoup travaillé sur les D'accord, mais en termes de créneau politique, il n'existe pas. En tout cas, c'est la social-démocratie, ça pèse 10 points aujourd'hui. Je vois bien que comment dirais-je, Cohn-Bendit peut arriver, si vous voulez, à faire passer. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les socialistes, dans le sens... Chacun va chercher, au moins sur ces européennes, et peut-être en illusion d'optique, à être la première formation qui sort le 9 juin 2024, parce que, de toute façon, c'est la dernière confrontation nationale et internationale avant la présidentielle. Donc évidemment que la grande aubaine, c'est pour les socialistes en réalité. Ce que fait Daniel Cohn-Bendit là, c'est vraiment pour le Parti socialiste, puisque Raphaël Glucksmann sera, comment dirais-je, le candidat du Parti socialiste. Ça fait de mystère pour personne. C'est une moins bonne nouvelle pour les Verts. On va voir si les Verts baissent, ce qui baisse beaucoup là en termes de... Quand ils baissent, peut-être qu'ils vont accepter.
Ben voilà, peut-être que finalement, la proposition de Daniel Cohn-Bendit de dire finalement on fait une liste commune vert, PS, avec Luxman, et ben peut-être que ça va fonctionner. Je n'en sais absolument rien, je ne suis pas visionnaire. En réalité, je pense que pour la gauche, il y a cette volonté pour toute la partie de la gauche qui ne rejette pas la NUPES, parce que Olivier Faure ne rejette pas la NUPES, hein, et ne rejette pas. Ouais, enfin bon, moi j'ai jamais aimé ce nom, mais enfin bon, moi je suis pour l'union à fond de toute façon. La vérité, c'est de ramener Jean-Luc Mélenchon à un étiage extrêmement bas et de l'obliger pour les présidentielles, obliger la France insoumise à passer sous les fourches codines comme à l'époque du parti de gauche. Voilà, c'est tout. Vous savez, puis c'est des cycles en réalité. Alors. On est tous là en dire Le Pen, Mélenchon, Édouard Philippe en 2027. Moi, je suis absolument persuadé que tout va tellement vite. Je ne m'attendais pas du tout à cette rupture-là, historique, le mot est un peu fort, de Daniel Cohn-Bendit. Je pense qu'on peut avoir une affiche totalement renouvelée en 2027. On peut avoir Ruffin, Bardella. Vous allez voir que si Bardella fait 30% aux européennes, si vous pensez qu'il va laisser tranquillement Marine Le Pen être à nouveau candidate, moi, je ne le pense pas une minute. Ruffin... les gens se disent, bon, Mélenchon, c'est un peu trop, à tort ou à raison, en tout cas, moi, ça va pas, mais ce Ruffin, quand même, on le regarde. Ouais, vous savez pas... C'est un peu le fait le fait que les gens qui se défient de Mélenchon regardent Ruffin, ça ne va pas l'aider. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je pense que la plus belle présidentielle depuis très longtemps, à part celle de 81 et de Mitterrand, mais ça c'est normal, on est de gauche, donc on trouve que c'est la plus belle présidentielle, c'est 2007, avec des personnages inattendus. Personne n'attend Ségolène Royal en 2007. Nicolas Sarkozy, on l'attend. Mais non, mais c'est mon ami. En plus, moi, non seulement je travaille la campagne pour... de Mélenchon en 2022, elle est très belle, elle est belle. Je pense magnifique. 2017 ou 2022 Non, 2022, moi, c'est pas trop 2017, Maline. J'ai fait 2012, 2022. C'est pas une belle campagne, en ce sens qu'elle n'est pas belle, cette campagne. Elle n'est pas intense, il n'y a pas un débat vision contre vision au second tour. On est avec Le Pen. Je dis, la campagne qui porte, on est à 89% de participation. Ségo-Sarko, mais pourquoi Ségo-Sarko? Pourquoi cette participation? On est à 95% dans les quartiers populaires de participation. C'est du jamais vu, plus qu'en 80. Et pourquoi? Parce que il y a une forme de reset de la vie politique. Il y a un reset. Et moi, je crois qu'il va y avoir un grand reset en 2027. Voilà. Reset 2027, ça arrive. On verra. Alors, on finit par le coup de gueule de Françoise au sujet de la journaliste Barbara Olivier Zandronis de RCI Guadeloupe, qui a été pas virée, mais disons mise hors d'antenne parce qu'elle a interviewé Jordan Bardella de manière un peu... Ça va, qu'est-ce qu'elle a... Vous écoutez cette interview? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a repris beaucoup sur l'AME. En gros, en lui expliquant qu'il racontait n'importe quoi et que de toute façon... Sur l'AME, est-ce que vous avez vu l'extraordinaire rapport qui est sorti, qui est commis par Claude Évin, le socialiste, et Patrick Stefanini, l'ultra-droitier. Ce rapport, il peut pas être... Stefanini, c'est pas un gauchiste, c'est chevelé. Il peut pas... Il vient de PACA, je veux dire, la droite historique. Stefanini écrit noir sur blanc que l'AME, il faut pas y toucher. Qu'il démonte tous les arguments, et notamment les arguments du Sénat, il dit ça ne rime en rien, la proposition des sénateurs, une AME d'urgence, etc. Stefanini, ce rapport, on n'en a pas fait assez la publicité, mais donc elle a lu ce rapport à l'évidence, et elle contre Bardella, notamment sur l'AME, c'est un scandale. C'est un scandale parce qu'elle n'a pas à être mise à pied, parce qu'elle a secoué le patron du Rassemblement national. Elle n'est pas mise à pied, mais elle n'est pas à l'antenne. Oh, écoute, ça va, mais pourquoi? Elle est sanctionnée. Parce que selon son patron, c'est pas une interview, c'est un débat. Et alors c'est un débat, on sait bien, on connaît les intérêts de RCI, on sait très bien que RCI, c'est une antenne privée, on sait très bien comment fonctionnent les rapports sociaux, malheureusement, encore en Guadeloupe. Je dis bien malheureusement parce qu'on n'a toujours pas réussi à changer ça, parce que tout le monde s'en fout, en fait. Société coloniale, quoi. Oui, parce que les Outre-mer, en fait, on file de l'argent dès qu'ils font un peu une poussée de fièvre, et en gros, on leur dit foutez-nous la paix, et puis on va les voir. Ou les flics, hein. Oui, voilà, ou les flics à Mayotte. Ou les deux. Et on va les voir pour aller chercher les votes. Ça m'écoeure. Voilà, ça, il faut que ça change aussi, parce que c'est des citoyens à part entière. Donc, elle est journaliste en part entière. Barbara, vous avez tout notre soutien. Moi, j'ai déjà signé les pétitions. Je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais tout homme politique doit être secoué. Pas plus Rutel Krief ne se voit interdire de secouer Emmanuel Bompard. Barbara Zandronis n'a pas à être interdite de secouer Jordan Bardella. Mais Rutel Krief, elle est défendue plus fortement que Barbara. Non, elle est vachement défendue. Parce que Barbara, ce qui est reproché à cette journaliste, c'est de faire du journalisme.
Moi, encore une fois, je trouve que Elle fait on un est, peu- elle le secoue, on est elle le vraiment secoue. dans la période minée par un crétinisme journalistique hallucinant. Je veux dire, encore une fois, je fais la différence d'ailleurs entre journaliste et éditorialiste, cette espèce de tautologue qui nous explique qu'ils savent tout et rien et qui, à mon avis, sont d'un niveau de médiocrité intellectuelle absolument exaspérant et effarant, vraiment. Et en fait, là, quand elle pose des questions, qu'elle lit un rapport, qu'elle donne des sources et qu'elle vient au contact, on va dire, Elle fait un intellectuel, vrai ça travail. s'appelle de l'entretien. Quel est l'intérêt de recevoir quelqu'un, lui poser des questions et de ne lui pas donner de réponse, de le laisser dire des erreurs, etc. Ou de faire l'inverse, d'être éditorialiste et de venir raconter n'importe quoi sans devoir donner aucun compte sur ce qu'on dit et sur ce qu'on fait. Voilà, c'est ça qui mine le journalisme, c'est ça qui fait que... C'est pas pareil, les éditorialistes, et leur métier, c'est d'avoir un point de vue. Alors, vous pouvez avoir un point de vue s'il Oui, est mais étayé. sauf que plus ils ont Mais un non, point mais- de vue, moins ils font du journalisme. Non, C'est ça que non, je veux dire. non, Et non, le problème, mais- c'est que du coup, mais- le choc, c'est ouais. que derrière, quand il y en a qui font vraiment du journalisme, ça devient choquant. On a tellement l'impression d'avoir en permanence des gens qui soit disent la même chose que le pouvoir, mais ils appellent ça éditorialisme, soit sont des, passe-serviettes, comme je disais la semaine dernière. Et ben forcément, quand quelqu'un il arrive et conteste, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que genre il s'est plaint et qu'on a dit bon bah c'est vrai que là t'as posé trop de questions. Non, Je mais veux dire, c'est un peu dur ce que tu dis, Paul, parce que je suis pas je suis d'accord. très, très je- sévère, mais c'est pour ça que je passe pas dans les médias mainstream, Non, hein, mais c'est je parce que dirais tu pas. étais peut-être très sévère, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que de quelqu'un comme Jean-Jacques Bourdin, par exemple, historiquement, c'est Surtout un quelqu'un. intervieweur. Mais c'est ce qui s'est passé là. Donc c'est un interview. Mais enfin, les éditorialistes, je les défends. Moi, j'ai tout fait. Grand reporter éditorialiste, je m'en fous. Je suis très à l'aise avec ça. Les éditorialistes, leur travail, c'est de donner un point de vue. C'est pas de faire du reportage, etc. C'est de donner un angle et un point de vue. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce point de vue, c'est pas le sujet. Elle est dans une interview. Et dans une Justement, interview, ce que son patron lui reproche, c'est peut-être de donner son point de vue. Apolline de Malherbe donne son point de vue. C'est pas du tout quelqu'un, comment dirais-je, de fin d'Apolline de Mais Malherbe. c'est pour ça que je dis qu'il y Dans a la l'interview, ligne est fine de plus en plus Mais- entre éditorialisme et journalisme. Non, Mais mais que moi, elle ce qui est- m'intéresse, mais- c'est qu'il y mais- a du journalisme partout. ce Et que que je même pense- quand les gens donnent leur avis, Et ils travaillent. mais je pense- Moi, je suis payé pour donner mon avis. Je travaille ce que je fais. moi, Je pense- prends des notes et Mais j'essaie d'avoir des tous les sources. journalistes Quoi. travaillent. Bah, moi, Bourdin, je suis il pas bosse d'accord. à Vous avez 5 parlé heures de du Ruth matin. Elkrieff, ça me fait Mais rigoler de non, dire mais qu'elle elle travaille. bosse, Si elle mais elle travaille, bosse. c'est grave. Mais non, mais Bah elle non, bah bosse, c'est mais grave elle alors bosse, parce elle qu'elle bosse, travaille, elle elle est bosse. capable de pas savoir lire. Donc ça me Non, fait non, quand même non, doucement arrêtez, rigoler. Paul, Bah si, c'est ce qu'on s'est dit la arrête. semaine dernière Paul. sur Et les la AMG qui n'avaient bataille pas parlé de autour ça. de Ruth Donc, Elkrieff a Non, non, recommencé je vais pas recommencer. à En la tout cas- fin de cette En émission. tout cas, elle est soutenue vachement. Barbara Sandoris, elle est soutenue vachement par beaucoup de gens. Enfin, moi, je vois des députés qui la soutiennent, des gens de gauche plutôt qui on la a plutôt soutiennent. l'impression que si c'est la gauche n'avait pas Oui, soulevé la question, il Ruth se serait rien Elkrieff, passé. elle a été soutenue que par la droite. La gauche n'a pas bougé. Il n'y a pas un tweet d'aucun leader de gauche sur Ruth Elkrieff. Je dis ça, j'ai Merci rien. Françoise, merci Voilà. Paul et merci à vous de nous avoir regardés. Maintenez votre télé sur le canal 350 de la Freebox pour rester au contact d'une info différente, bien entendu. Nous sommes toujours disponibles sur les canaux habituels, notamment YouTube. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, soutenez-nous en vous abonnant ou en faisant un don sur le mediatv.fr/soutien. Quant à moi, je vous dis à plus.